Bien, bonsoir. Bonsoir mesdemoiselles, mesdames, messieurs. J'ai l'honneur et le privilège d'animer la cérémonie d'ouverture de la RST 2014 au nom du comité d'organisation. Bienvenue à Pau et bienvenue à la 24e réunion des sciences de la Terre. Je me présente, Daniel Brito, membre de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, du département des géosciences, du laboratoire des fluides complexes et de leurs réservoirs. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui pour cette cérémonie M. Mohamed Amara, président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, M. François Bayrou, maire de Pau et président de la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées, et M. Jean-Jacques Jarige, président de la Société géologique de France. Cela fait 2 ans, quasiment jour pour jour, que l'Université de Pau et des Pays de l'Adour a décidé d'organiser la réunion des sciences de la Terre à Pau, sous la tutelle de la SGF. Et nous sommes aujourd'hui très heureux de pouvoir vous accueillir ici, au centre de Pau, au Palais Beaumont, pour ce premier jour de congrès qui s'est bien passé, il me semble. Si nous sommes en mesure de vous accueillir dans de telles conditions, c'est tout d'abord parce que le comité d'organisation a fait un excellent travail, un comité d'organisation principalement issu du département des géosciences, dont le noyau dur présente une quinzaine de personnes. Le département et le comité d'organisation a su se mobiliser et prendre l'organisation à son compte. Donc je les remercie ici. Ensuite, l'ingrédient principal pour la réussite d'une telle cérémonie, d'une telle conférence scientifique, l'ingrédient principal, c'est vous, c'est le monde des géosciences, en France et à l'étranger. Et vous êtes venus en force. Vous avez répondu présent dans un premier temps à l'appel à session qui a lieu il y a 1 an. Et puis, à nouveau, vous avez répondu présent au résumé de communication. Nous avons reçu 1200 propositions de résumé de communication pour cette RST. Quasiment tous les laboratoires de France sont présents à cette 24e réunion des sciences de la Terre. Et on peut dire que Pau, aujourd'hui, cette semaine, peut être qualifiée de capitale des géosciences françaises. Beaucoup de pays voisins sont représentés également. L'Espagne en force, les pays du Maghreb, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, le Canada. Donc vous êtes venus en force. Merci à tous les congressistes. Enfin, la dernière clé du succès, ce sont les partenaires. Vous les voyez sur l'écran. Il y a beaucoup de partenaires. Les partenaires ont répondu vraiment très favorablement à l'appel à partenariat de cette RST. Ça a bien marché. On a beaucoup de partenaires institutionnels, comme par exemple la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées, l'INSU, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le Conseil régional, le Conseil général, mais aussi des partenaires professionnels du monde des géosciences, comme Total, le BRGM, Areva, le CEA, Varel, pour ne citer que. Nous les remercions. Je reprendrai la parole à la fin de la cérémonie pour des aspects plus techniques de la RST. Pour l'instant, je vais donner la parole aux invités et je vais commencer par donner la parole à M. Mohamed Amara, président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Merci Daniel. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, Monsieur le Président, je suis très heureux de participer à l'ouverture de cette manifestation très importante pour notre université qui, de par ses origines, est fortement liée à ce domaine des sciences de la Terre. Cette université qui est issue du développement du bassin de lac, du développement d'Elf-Aquitaine, et dont le partenariat avec Total fait partie des soutiens les plus importants de cette université. J'ai pu, dans ma carrière dans cet établissement, le vérifier à plusieurs reprises. Les circonstances font que cette semaine, la semaine dernière, Christophe de Margerie est décédé, PDG de Total, une personne qui s'est fortement engagée dans le soutien aux établissements universitaires et particulièrement aux nôtres. Et je souhaiterais, si vous le permettez, que l'on respecte 1 minute de silence à sa mémoire pour démarrer.
Je vous remercie. Pour reprendre le thème du colloque auquel vous participez, je voulais préciser juste le positionnement de l'université. Et nous sommes très heureux d'accueillir cette manifestation. Comme je le disais, l'université se caractérise principalement par son développement dans le cadre des géosciences, son partenariat dans ce domaine-là. Elle est aidée au fait que son territoire d'accueil, pour ce qui est du site de Pau, c'est-à-dire le Béarn, est une des plus grosses concentrations d'entreprises dans le domaine des géosciences. Et puis, nous avons le Centre Jean Fégère, qui est un partenaire incontournable pour le développement de nos études et de nos formations et de nos recherches. Cette université se caractérise par des points d'excellence dans le domaine des géosciences, points sur lesquels nous avons pu obtenir des résultats intéressants dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir, puisque nous avons un institut Carnot qui a été accordé dans ce domaine-là, un Equipex dans le domaine de la chimie analytique et des matériaux qui travaille en forte liaison avec le domaine des géosciences. Donc ce point, cette thématique, ce domaine des géosciences, je le dis et je le répète, constitue une des caractéristiques de notre université. Et c'est donc avec beaucoup de plaisir que nous accueillons cette 24e session. J'espère bien qu'elle aura plein succès. Dans tous les cas de figure, notre université s'investit fortement dans ce domaine et j'espère bien qu'elle continuera à le faire avec ses partenaires institutionnels, ses partenaires industriels. Et pour ma part, je vous souhaite en tout cas plein succès à vos travaux, un bon séjour dans le Béarn. Vous avez droit à un soleil, à un été indien qui semble-t-il va durer au moins pour la semaine. Et je vous remercie beaucoup pour votre visite. Merci à vous tous. Merci, Monsieur le Président. Nous allons écouter maintenant Monsieur le Président de la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées, Monsieur François Bayrou. Je suis très heureux de vous rencontrer à cette occasion. Je voudrais avant toute chose éclaircir un point qui doit être pour vous un point d'interrogation. C'est que nous sommes en Béarn, certes, mais nous sommes aussi en France. Et quand nous écrivons « bienvenue », ici, nous mettons un « e » à la fin du mot. C'est une coutume locale. Nous n'en faisons pas un point déterminant, mais nous sommes plus ou moins attachés au respect de ce genre de tradition-là. Monsieur l'organisateur m'a expliqué que s'il n'y avait que ça comme cuire pendant la durée de ce colloque, il serait très heureux. Mais je voulais cependant faire cette mise au point pour éviter qu'une ambiguïté subsiste sur le sujet. Je suis spécialement heureux de vous accueillir. Tout à l'heure, vous avez dit que Pau serait la capitale. C'est en effet une vocation que nous avons. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement la capitale des sciences de la Terre, c'est la Mecque des sciences de la Terre. Et personne ne pourra ambitionner, jouer un rôle, compter dans l'histoire des géosciences s'il n'est à un moment ou à un autre de sa vie, spécialement pour une rencontre comme celle-ci, venu à Pau, réfléchir à Pau, travailler à Pau, conduire des recherches à Pau, pour nous, c'est très important. De la période lointaine où j'ai été ministre de la Recherche, j'ai gardé l'idée que les chercheurs étaient un des éléments les plus précieux, j'allais dire un des ingrédients les plus précieux d'une société. Parce qu'on n'est pas chercheur seulement dans le domaine où l'on s'est spécialisé, on est chercheur dans tous les domaines de la vie. Il y a là une disposition d'esprit, une manière de voir le monde qui est particulière et qui est infiniment précieuse. Un pays qui a ressources humaines dans le domaine des recherches est un pays riche, ou le sera. Et c'est bien ce que nous avons l'intention d'être ici. Nous sommes très fiers, naturellement, des laboratoires, des chercheurs, des ingénieurs qui, sur notre sol, conduisent
le cœur battant de notre université et de cette grande entreprise, de ce réseau de grandes entreprises constitué autour de Total. C'est aussi une manière de vous dire que vous êtes ici dans une terre qui a été profondément marquée par son histoire géologique, ou plus exactement la rencontre entre son histoire géologique et son histoire économique, et même son histoire humaine. Si je voulais vous dire en 4 étapes ce qu'a été la terre sur laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est assez simple. Il faut que vous sachiez que c'est la plus ancienne démocratie du monde moderne. Ici, on est en démocratie depuis 1000 ans. Je vous rappelle que l'Angleterre, c'est à peine 500 ans et la France, à peine 230 ans. Ici, nous avons une constitution écrite depuis le XIe siècle. 10 siècles de constitution écrite. Ici, les laboureurs ont le droit de vote depuis cette époque et la représentation populaire a, depuis cette époque, droit de veto sur les décisions du souverain. C'est donc dire que c'est la première étape, la découverte d'une démocratie par un peuple, une communauté rurale au pied des Pyrénées. Deuxième époque, on saute à peu près 300 ans et on se retrouve avec un personnage qui nous a profondément orientés et profondément marqués, qui s'appelle Gaston Phébus, que peut-être un certain nombre d'entre vous, dont peut-être un certain nombre d'entre vous ont entendu le nom. Gaston Phébus, il fait 3 choses essentielles. La première, c'est qu'il conduit une aventure économique sans précédent et il fait de cette terre qui est bénie des dieux une terre extrêmement riche économiquement par la culture, par le commerce et il crée une puissance économique. Deuxièmement, il en fait une puissance militaire. Si certains d'entre vous vont voir le château de Pau, vous verrez une tour en briques rouges. C'est l'un des éléments du système de défense de cette région que Gaston Phébus a construit. Et il fait quelque chose qui est absolument sans précédent. Il déclare l'indépendance de cette principauté face d'abord au roi de France, qui n'était pas très fort, face au roi d'Angleterre ensuite, qui lui l'était beaucoup plus. Et depuis cette époque, et pendant très longtemps, nous sommes indépendants, nous le sommes jusqu'en 1789, la Révolution, l'abolition des privilèges. Nous renonçons à cette indépendance. Je ne sais pas si nous avons eu tort ou raison, mais il en reste beaucoup dans le caractère qui est le nôtre. Donc Gaston Phébus. Puis vous sautez encore quelques siècles et on se retrouve au moment de la Renaissance. Et la Renaissance, comme vous le savez, c'est pour l'Europe, c'est-à-dire pour le monde de l'époque, le monde connu de l'époque, c'est les guerres de religion. Il y a un conflit immense qui secoue, blesse, ensanglante l'Europe et spécialement la France, puisque à côté de la religion, qui est la religion traditionnelle, séculaire, qui est la religion catholique, apparaît une religion réformée, qui se veut d'abord une réforme de la religion catholique et qui est ensuite une remise en question de la religion catholique. Et cette guerre, elle anéantit presque le royaume de France. Et puis c'est ici, à quelques centaines de mètres d'ici, au château de Pau, que naît en 1553 un jeune garçon qui a une destinée absolument sans précédent et il n'y a pas de semblable, parce que ce jeune garçon, qui est un jeune prince, le fils du souverain de Béarn, qui s'appelle roi de Navarre, eh bien ce jeune garçon-là, la guerre de religion sera la guerre entre son père et sa mère. Son père est connétable de France, c'est-à-dire chef de l'armée catholique. Sa mère est souveraine protestante, elle est la plus importante figure de la religion réformée en Europe.
C'est une guerre qui est d'abord une guerre amoureuse. Si ça intéresse quelqu'un, il y a un très bon livre sur le sujet qui s'appelle Henri IV, le roi libre, que vous trouverez dans toutes les bonnes librairies. C'est une guerre d'abord amoureuse et c'est ensuite une guerre historique qui prend des dimensions absolument incroyables, puisque l'armée des alliés de sa mère tue son père et que pour financer l'armée protestante, sa mère fait fondre les objets sacrés du tombeau de son fils aîné qu'elle perd alors qu'il a 2 ans. C'est un petit garçon. C'est donc quelque chose qu'aucun romancier, aucun cinéaste, aucun auteur de scénario n'oserait imaginer. Puis la vie va passer avec des épisodes comme la Saint-Barthélemy, par exemple, et puis ce petit garçon-là, il va se retrouver roi de France. Et il fait quelque chose qui n'avait jamais été fait dans l'histoire des hommes et qui va marquer le millénaire dans lequel nous sommes et peut-être au-delà, puisqu'il décrète qu'on aura le choix de sa religion. Jusqu'alors, les peuples de la terre vivent avec une idée simple, la religion des sujets, c'est la religion du roi. On dit en latin « cuius regio eius religio ». De la religion dont est le roi, tous les citoyens de la région le sont. Et il prend ce qu'on appelle l'édit de Nantes, on est en 1599, qui est un acte d'une modernité sans précédent, où il explique qu'on peut être citoyen sans être de la même foi, qu'on a des droits comme citoyen, et c'est le premier acte de séparation entre l'Église et l'État. C'est le premier acte de tolérance, comme on dit, j'aime pas beaucoup le mot, mais de compréhension mutuelle en tout cas. Et si vous regardez le monde, non plus les géosciences, mais la géopolitique, alors vous allez découvrir qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est une question qui est une question éminemment d'actualité. C'est une question qui a déchaîné, qui déchaîne, à l'heure même où nous parlons, des guerres civiles sur l'ensemble de la planète. Ça, c'est Henri IV. Vous sautez encore quelques siècles et vous vous trouvez au XIXe siècle. Et là, les Anglais découvrent qu'ici, c'est une terre absolument bénie des dieux. Et ils viennent s'y installer pour passer l'hiver. Et donc, quand vous vous promènerez dans la ville, vous découvrirez des villas anglaises, des parcs anglais qui font pendant aux parcs médiévaux du château, aux parcs contemporains. C'est une ville qui a un patrimoine de parcs et de jardins comme il n'en existe nulle part ailleurs. Et vous sautez encore 100 ans, et vous arrivez en 1951. Et en 1951, il se passe beaucoup de choses dans cette région, mais la plus importante, c'est que jaillit le gaz de Lacq, qui est une révolution économique, historique, sur lesquelles certains d'entre vous, Monsieur le Président, ont travaillé assidûment, qui est un miracle de capacité technique et technologique et qui va profondément marquer, changer, et pour longtemps et peut-être définitivement, le visage de cette région. C'est-à-dire que, comme vous le voyez, vous êtes, les géologues et tous ceux qui travaillent avec eux, inscrits dans l'histoire de cette région, appartenant à son patrimoine et donc objet de la gratitude générale. La gratitude qui est assez discutée lorsqu'on parle de, comment vous dites ça, hydrocarbures non conventionnels, c'est ça qu'il faut dire. Bon, donc ça entraîne des discussions nombreuses, mais je ne doute pas que ces discussions, elles seront résolues entre vous. Mais c'est dire à quel point vous êtes pas seulement dans la Mecque des géosciences, mais dans une terre pour lesquelles les géosciences jouent un rôle absolument crucial, essentiel, historique et humain. Parce que Lacq ne nous a pas seulement amené une ressource en énergie, en hydrocarbures et à l'ensemble du pays, ça a amené aussi toute une tribu de femmes et d'hommes, des centaines et des milliers de familles, des histoires humaines qui toutes avaient pris naissance ailleurs et qui ont été drainées
comme le gaz peut l'être dans cette terre qui est une terre infiniment accueillante et généreuse. Alors cette terre accueillante et généreuse, par ma voix, est très heureuse de vous souhaiter la bienvenue avec un « E » muet à la fin du mot. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, et à bientôt. Monsieur le Président de la Société géologique de France, Monsieur Jean-Jacques Jarige. Bonjour à toutes et à toutes, Monsieur le Président, chers collègues. C'est un grand honneur pour moi d'être aujourd'hui devant vous pour célébrer l'ouverture de ces 24e réunions des sciences de la Terre dans la ville de Pau. Pour préambule, et très rapidement, je voudrais saluer la mémoire d'un grand industriel disparu, c'est Christophe de Margerie, que j'ai côtoyé pendant ma carrière. C'était un patron d'industrie d'une grande humanité et d'une grande clairvoyance, et qui a toujours considéré avec bienveillance les géosciences, tout en regrettant, avec l'humour qui le caractérisait, que la géologie d'exploration était très aléatoire et qu'il regrettait également le pessimisme chronique des ingénieurs réservoirs dans leur évaluation de réserve. Les réunions de la Terre se succèdent depuis 1973 avec succès, sous le parrainage de la Société géologique de France. Elles ont toujours été un lieu unique de rencontres, d'échanges entre scientifiques, entre chercheurs, enseignants, industriels et amateurs. Cette session de Pau ne devrait pas faire exception à la règle, avec plus de 1000 inscrits, 72 sessions orales et postères, 7 excursions de terrain, 2 forums, 2 conférences, auxquelles s'ajoutent les journées de Launay, le colloque du groupement français des argiles, et je n'oublie pas la remise des prix de la Société géologique de France mercredi. Une revue du programme rappelle la complexité des défis scientifiques auxquels nous sommes confrontés et les grandes évolutions qui ont marqué nos disciplines ces dernières années. La généralisation de l'approche pluridisciplinaire, le recours à la modélisation, la quantification des phénomènes géologiques, la conservation du patrimoine et le dernier problème, mais pas le moindre, la gestion et la conservation des données. Toutes ces avancées, le dynamisme de notre communauté ne doivent pas faire oublier les problèmes auxquels nous sommes confrontés. La baisse des moyens dans la recherche, en général et évidemment dans les géosciences, le désintérêt des jeunes pour les filières scientifiques, dont les géosciences, la défiance des citoyens vis-à-vis des sciences, des scientifiques, des industriels, et la perception limitée des enjeux scientifiques par nos décideurs. Et je regrette que M. Birou nous ait quittés avant d'avoir entendu ce message. Dans le temps qui m'est imparti, je voudrais développer ces 2 derniers points, car plus que jamais, les géosciences sont au cœur de nos enjeux de société, que ce soit dans les problématiques de l'énergie, des ressources en eau, des ressources minières, des ressources minérales, de l'aménagement du territoire, des risques, de l'environnement ou du patrimoine. Mais en parallèle, la contribution des géologues dans les débats liés à ces enjeux reste trop limitée par rapport à ce qu'elle devrait être. Avec les moyens de communication actuels, n'importe qui peut communiquer sur n'importe quoi, avec souvent des arguments fantaisistes. Les industriels, quand ils s'expriment, ne sont pas crédibles, car ils sont toujours soupçonnés de défendre leurs intérêts. Et les scientifiques s'expriment peu, malheureusement, soit qu'ils attendent de disposer de résultats suffisamment étayés, soit qu'ils sont bridés par leur tutelle. Alors que faire ? D'abord, s'exprimer individuellement, en rappelant le fait scientifique et technique et en le déconnectant du choix citoyen, souvent plus émotionnel que rationnel. Ensuite, s'unir. S'unir pour être plus visible, plus audible, en regroupant nos forces. À mon avis, le monde associatif a un rôle de médiation majeur à assurer afin de promouvoir un dialogue apaisé entre sciences, techniques, applications industrielles et le public. Mais comme vous le savez, ce monde associatif français est très dispersé, contrairement à ce qui se passe par exemple en Grande-Bretagne, où la Geological Society est une référence avec ses 11 000 membres. Ça nous fait rêver. Il existe en France des actions locales qui sont remarquables, mises en œuvre par des associations regroupant des universitaires, des praticiens, des amateurs, et on en connaît dans le sud-ouest de très bons exemples, comme l'AXO, Capter, Géolval, le Club Géosciences de Pau et bien d'autres. De son côté, la Société géologique de France, depuis sa fusion avec l'Union française des géologues, le Comité national français de géologie,
regroupe heureusement les composantes académiques, professionnelles et internationales et représente aujourd'hui environ 1500 membres. En plus d'assurer sa vocation de société savante par l'organisation de conférences scientifiques et la publication de résultats de recherche dans le bulletin de la société, elle a comme rôle de promouvoir les métiers des géosciences en faisant connaître les filières auprès des jeunes, en aidant les professionnels à défendre leur discipline et leur métier dans tous les domaines d'application. En ligne avec sa devise « Des géologues au service de la société », elle est présente dans les débats de société pour diffuser des connaissances, donner des avis scientifiques et techniques. Nous l'avons fait par exemple dans le cadre du débat national sur la transition énergétique, dont on a vu sortir la loi il y a quelques jours, et dans le débat public sur le centre de stockage des déchets radioactifs de Bure. Je vous invite ce soir à contribuer aux actions de la Société géologique, soit en nous rejoignant en tant que membre, que vous soyez enseignants, chercheurs, industriels, amateurs, soit en devenant partenaires en tant qu'association pour que nous conjuguions nos efforts pour que les géosciences tiennent la place qu'elles devraient tenir dans notre société. Je termine en remerciant les organisateurs de cet événement, évidemment l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, et en particulier les 3 chevilles ouvrières, Charles Aubourg, Daniel Brito et Jean-Paul Callot, tous les membres des différents comités qui ont travaillé pour sélectionner les papiers et organiser les sessions, les institutions locales et les partenaires qui ont permis la mise en œuvre de cet événement à Pau. J'en profite pour vous informer que l'histoire continue. La prochaine réunion des sciences de la Terre, programmée en 2016, se tiendra à Caen. Enfin, je vous souhaite à tous une semaine riche en échanges scientifiques et techniques, dans l'esprit insufflé il y a 40 ans par les initiateurs de cette manifestation, dont faisaient partie des grandes figures que nous avons encore en tête, en tout cas certains, les plus âgés, Jean Aubouin, Claude Allègre, Xavier Le Pichon et Maurice Matover. Merci pour votre attention et bonne semaine. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais terminer cette cérémonie d'ouverture sur des aspects plus techniques de notre conférence. Je sais que vous attendez tous impatiemment le cocktail dînatoire. Je vais essayer d'être assez concis. Je vous garantis 3-4 transparents, pas plus. Tout d'abord, le programme scientifique. Une des particularités de la RST 2014 par rapport aux précédentes éditions de la RST, c'est d'avoir un programme avec une ouverture marquée vers des disciplines traditionnellement peu présentes au RST, comme la géophysique ou l'environnement. Par exemple, les thématiques justement géophysique et environnement sont très présentes dans les thèmes 6 et 8. Un thème fort de cette RST 2014 sera le thème 4 avec les Pyrénées. Mais sans surprise, le socle de la RST 2014 reste les disciplines traditionnelles de la géologie. Dans le thème 1, processus de surface, les thèmes 2, processus sédimentaires, les thèmes 3, les enveloppes et dynamiques internes, etc. Comme mentionné précédemment, on aura de l'ordre de 730 € pendant cette semaine et 450 posters. Comme il est de tradition dans la RST, on a favorisé dans le programme les présentations orales des étudiants, doctorants, post-doctorants. À noter, comme l'a dit Jean-Jacques Jarry, que cette année, nous accueillons également les 5e journées de l'ONET, ainsi que le 12e colloque du groupe français des argiles. Toujours en termes de programmation, une conférence plénière est prévue demain à 18h par Jean-François Münster du groupe Total. Il donnera une conférence dont le titre est « Quelques enjeux de géosciences pour l'exploitation des ressources énergétiques des 2 prochaines décennies ». Le mercredi à 17h, on aura la remise des prix SGF, ici même. En suivant, on aura une conférence publique de Serge Lallemand, de Géosciences Montpellier, à 18h30, donc intitulée 2004 Indonésie, 2010 Chili, 2011 Japon, un bond dans la compréhension des mégaséismes et des tsunamis. La RST 2014 accueille également un forum enseignement le mercredi. Ce forum s'organise en une série de conférences le matin autour de la thématique de la quantification des processus géologiques et de l'apprentissage du terrain. Ce forum se poursuit l'après-midi autour de posters et d'ateliers et sera l'occasion d'une rencontre entre enseignants de l'école primaire, du collège, du lycée, avec les chercheurs et enseignants-chercheurs. Toujours le mercredi, on aura un forum des métiers ouvert à tout étudiant préinscrit, un événement organisé avec une série de conférences toujours le matin autour des métiers en géosciences
Et l'après-midi, une rencontre entre étudiants et professionnels dans la salle des ambassadeurs et dans la salle Henri Faisan autour des stands. Les stands, justement, vous les avez vus, il y en a 30 permanents, c'est-à-dire qui seront là toute la semaine. Et on aura le mercredi en plus 12 stands pour le Forum des métiers. N'hésitez pas à aller au bout du couloir. Ça se passe, ça, les ambassadeurs. Je sais que peu de personnes y sont allées aujourd'hui. N'ayez pas peur. Il y a tout un bel espace également, avec des pauses café qui s'y passent et le cocktail en suivant. Un grand merci à tous les collègues qui ont organisé les excursions géologiques, 8 pour être précis. 3 ont déjà eu lieu avec le beau temps. On aura une autre excursion demain en vallée d'Ossau, puis une autre jeudi en vallée d'Aspe avec la route géologique transpyrénéenne. Et enfin, 3 excursions ce week-end en espérant que le beau temps continuera en Béarn, dans le Pays Basque et dans les Landes. En termes d'événements particuliers, vous pourrez visiter le château, comme vous l'a indiqué Monsieur le maire. N'hésitez pas à y aller. Tous les congressistes ont a priori un petit coupon qui permet de visiter le château gratuitement, donc profitez-en. On a également un dîner au complexe de Pelote Basque demain pour les personnes inscrites, départ à 19h15 devant le Palais Beaumont. Et enfin, un dîner de gala au domaine du Tsinkao mercredi, également sur inscription, départ à 19h15 toujours devant le Palais Beaumont, départ en bus. Un dernier transparent sur vraiment des détails techniques, mais importants pour le bon déroulement de la conférence. Merci à tous les orateurs de penser à charger vos présentations dans les différentes salles, dans les PC dédiés. Essayez de le faire au moins 30 minutes avant. Les chargements se passent durant les pauses. Merci aux animateurs de session de respecter le programme donné à tous les participants, éviter de bouleverser le programme en changeant l'ordre des oraux, c'est plus sympathique pour tout le monde de s'y retrouver. Merci également, ça c'est un message du Palais Beaumont, de respecter la capacité d'accueil. Le Palais Beaumont ne souhaite pas voir des personnes qui écoutent les conférences debout, essayez de vous asseoir, et puis s'il n'y a plus de place, il ne faut pas rentrer. Voilà. Il faut arriver tôt. Enfin, chers étudiants, n'oubliez pas de poser vos posters, d'accrocher vos posters en essayant qu'ils tiennent toute la semaine dès aujourd'hui, parce que un jury a été mis en place pour décerner vendredi le ou les prix des meilleurs posters à 17h30, le vendredi donc. La cérémonie d'ouverture se termine. Il me reste à remercier nos invités. Monsieur Amara m'a précisé qu'il avait oublié de remercier tout le comité d'organisation de la RST 2014 pour le travail effectué. Voilà. Donc je remercie les invités, je remercie tous les congressistes, je remercie également le comité d'organisation. Et je vous invite tous maintenant à rejoindre la salle des ambassadeurs et la salle Henri Faisan pour le cocktail dînatoire. Merci à tous.